Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission, nouveau numéro de l'émission Prime Politique. Vous le savez, l'actualité ces derniers temps est liée relativement au nouveau marché dont le lancement officiel a été initié le 15 juin 2024 en commençant par celui de Kadiaoun. Des voix se sont élevées pour décrire les horaires initiés à cet effet. L'Agence nationale de gestion des marchés a répondu favorablement aux cris de détresse des populations et notamment des commerçantes pour réguler les horaires. Alors, une question tout de même, pourquoi n'avoir-t-on pas régulé tout ceci avant le lancement officiel des 10 marchés? Pourquoi des réponses à fortiori? Nous en parlerons dans le cadre de cette émission. Vous le savez aussi, la tournée de reddition de comptes du gouvernement a pris fin avec des perspectives. On apprend aussi qu'une autre phase de la tournée sera faite au niveau beaucoup plus décentralisé avec les chefs de quartier et les chefs de village. Qu'en sera-t-il? Quel pourrait être le bilan actuel, le bilan chiffré de cette tournée de reddition de comptes? Nous en dirons un mot. Et puis, nous sommes à moins de 2 ans des élections générales de 2026 qui auront lieu au Bénin pour la première fois. Ce sera une première dans l'échiquier politique béninois. Comment est-ce que les partis politiques s'affairent et pourquoi ce silence apparent au niveau des différentes formations politiques? Pour écumer toutes ces questions avec nous, nous sommes avec un président de parti politique de l'opposition, Monsieur Expérience TB. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous êtes sur Prime News Télévision. Je rappelle que vous êtes Expérience TB, président du parti MPL, Mouvement Populaire de Libération, qui se réclame être de l'opposition politique. C'est bien cela? Tout à fait. D'accord, merci à vous. Alors, on commence par le premier sujet, les nouveaux marchés qui ont été lancés à Cotonou il y a quelques jours. C'était le 15 juin 2024. Comment avez-vous, au niveau de votre parti politique, analysé le lancement de ces marchés modernes au Bénin? Merci, cher ami, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, vous et votre équipe de Prime Télévision. Et vous encourager lorsque je vois des jeunes en action comme ce que je vois autour de moi ici, ça me fait plaisir, ça me donne de l'espoir et j'ai envie de vous encourager et de vous dire que tout le meilleur arrive pour vous. Merci beaucoup. Pour revenir à la question des marchés qui commencent par être inaugurés finalement après tant d'années d'attente, je vais dire, parce que les premiers de ces marchés, on a vu, ont été déjà achevés, ces infrastructures, il y a un bon moment. Les dernières actualités autour de l'inauguration de ces marchés montrent l'impréparation, la cacophonie, l'imbroglio qui caractérise ce projet dans son ensemble. Parce que il n'est pas concevable qu'on investisse plus de 32 milliards autour d'un projet de modernisation de nos marchés et que lorsque les infrastructures sont achevées, il y a difficulté pour les mettre en service. Après, qu'on veuille mettre ça en service, il y a autour de ça toute cette cacophonie qu'on observe autour de l'attribution des places, on sent une impréparation, un manque de prévision, d'organisation autour de cette affaire et c'est déplorable. C'est comme si, contrairement à ce que le gouvernement de la rupture nous vend au quotidien, que autour de ce projet, il n'y a pas eu un mûrissement de cette affaire, de comment il n'a pas été bien pensé avec les acteurs. Parce que j'ai eu l'occasion d'entendre la directrice générale de l'ANAGEM il y a quelques jours dit comment quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour octroyer les places. C'est comme si c'est maintenant qu'on pense tout ça. Alors que les marchés, les anciens marchés qui étaient dans nos villes, avaient des organisations. Il y avait les responsables qui géraient ces marchés-là avec nos dames qui animaient ces marchés. Comment il se trouve qu'aujourd'hui, avec tout le temps qu'a mis
pour réaliser ces infrastructures. Tout le temps qu'on a mis pour les mettre en service, aujourd'hui, on sent visiblement une certaine préparation. C'est maintenant qu'on veut fixer des règles, c'est maintenant qu'on veut faire des tirages au sort, alors que on avait recensé les femmes qui ont été déplacées, on connaissait leur nom, on savait ce que chacun faisait, etc., etc. Non, je pense que tout ce que nous observons ces derniers jours autour de la mise en service de ces marchés nous désole, et qu'on aille mettre 32 milliards sur un projet pour améliorer le cadre de vie des femmes dans nos marchés, et qu'à la fin on observe ça, c'est comme si on n'y a pas bien pensé. Est-ce que ce n'est pas... par ailleurs, on entend, j'ai entendu aussi des femmes de certains marchés, d'anciens marchés, se plaindre de ce que on est en train de leur demander des montants exorbitants pour récupérer des places. Or, après, par suite, j'entends que non, on n'a même pas encore fixé les montants que les femmes doivent payer. Tout ça ne donne pas une bonne image. D'accord. Oui. C'est l'opposant politique qui parle. Est-ce que quelque part, le fait de vouloir moderniser ces marchés-là n'est pas quand même bien pour notre pays? On sait que au niveau de l'image, vous connaissez Patrice Talon, il est quand même assez méticuleux sur l'image qu'il veut projeter de son pays. Les marchés modernes, je ne sais pas si vous avez déjà visité celui de Kadiaoum, vous l'avez fait déjà? Oui, oui, oui. D'accord, vous avez vu pendant les travaux et après les travaux. Après les travaux. Savez, je suis ingénieur civil de formation, donc tout ce qui se fait autour de moi m'intéresse et je veux voir. Et je n'ai pas... Pour le moment, je me réserve de dire mes observations par rapport à la conception de ces marchés qu'on a voulu moderniser. Par contre, ce que je trouve que, en tant qu'acteur politique, si je prends notre niveau de pauvreté, si je prends les problèmes que notre pays connaît en ce moment, moi, à la place du président Talon, je n'aurais pas mis 32 milliards pour aller moderniser les marchés pendant que les enfants à l'école n'ont pas encore de place pour s'asseoir. Qu'est-ce que vous auriez fait? Non, j'aurais construit, j'aurais du moins construit des salles de classe pour ces milliers d'enfants qui sont assis par terre, qui n'ont pas accès à l'école et qui continuent de déambuler. Parce que l'IDH, l'indice de développement humain d'un pays, se mesure d'abord surtout au niveau de l'éducation. C'est ces trois critères. Il y a le PIB, l'espérance de vie et l'éducation. C'est-à-dire pour mesurer la qualité de notre développement que le régime veut, se défend à tout prix de vouloir nous offrir, je pense qu'on doit mettre un accent particulier sur les infrastructures éducatives. Les enfants, il faut que nous puissions amener tous les enfants à l'école. Les enfants en âge de se scolariser ne sont pas encore, on n'arrive pas encore à mettre tout le monde à l'école parce qu'il n'y a pas des infrastructures pour les accueillir. Avant maintenant de parler même des enseignants pour les encadrer. Je ne dis pas qu'il est mauvais de penser à moderniser les marchés. Oui, nous avons un président bling-bling, comme les jeunes le disent, qui veut que tout brille autour de lui. Nous voulons tous que tout brille. Mais avant ça, nous voulons que des problèmes plus importants soient résolus au niveau des populations avant qu'on ne pense à enjoliver tout le pays aussi. D'accord. Voilà. Sur les marchés, on sait que cette modernisation, ce n'est pas qu'à Cotonou seul, ça va. Il y a plusieurs marchés qui ont été construits à travers le Bénin et donc l'ouverture se fera au fur et à mesure. Il y a la question des horaires qui a fait débat quand vous parliez d'impréparation tout à l'heure, la question des horaires qui a fait que, notamment sur les réseaux sociaux, l'Agence nationale de gestion des marchés a été criblé de tous les qualificatifs qu'on peut imaginer parce que les bonnes dames se sont plaintes du fait qu'on ne peut pas déjà à 19h fermer les marchés et demander aux clients de rester au dehors pour se faire procurer leurs différents articles. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? D'abord, moi, de ma petite expérience, un marché ne se décrète pas. Les marchés se créent d'eux-mêmes. Si vous regardez l'histoire, vous voyez, vous tenez compte de la sociologie aussi de nos pays, c'est partout en Afrique. Les marchés se créent d'eux-mêmes. Tous les marchés décrétés
pas d'autorité qu'on va généralement n'ont pas marché. Il y a des exemples ailleurs, pas seulement au Bénin. Donc ici, moi, je suis en train de tout mon vœu appeler le ciel et la terre pour que ces infrastructures à coût onéreux qui ont été réalisées puissent vraiment devenir réellement des marchés. Et les problèmes que nous sommes en train d'observer déjà au niveau de la mise en service, toute la difficulté qu'il y a eu pour ouvrir facilement. Les infrastructures sont finies. Pourquoi est-ce qu'on programme l'ouverture? Si ça n'avait aucun problème, je pense que le même jour, on peut ouvrir tous les marchés. Non, mais un gouvernement, non, monsieur Tébé, vous savez, un gouvernement, c'est la méthode aussi. Je vais y venir pour dire, quelle que soit la méthode, quel que soit ce qu'on va mettre en œuvre, moi, je sais qu'ils auront beaucoup de difficultés pour rendre ces marchés fonctionnels. Parce que c'est difficile de décréter un marché. Vous n'êtes pas pessimiste, vous êtes pessimiste sur les bords. Je ne suis pas pessimiste, mais je regarde simplement autour de moi, je questionne le passé, l'expérience autour de nous, au Bénin et ailleurs, et je sais qu'il est difficile de décréter un marché qui puisse prendre et s'animer. Je veux que cet exemple de la rupture fasse exception et que toutes ces infrastructures réalisées deviennent réellement des marchés qui accueillent nos bonnes dames. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas du pessimisme, mais au regard de ce que nous savons, je ne suis pas sûr que ces marchés deviennent réalité même avant la fin du régime de la rupture. Alors, l'ANAGEM a répondu favorablement au cri de cœur des populations, des commerçants et commerçantes. Désormais, il y a une nouvelle réglementation des horaires de 8h à 21h du lundi au vendredi, et puis en week-end et les jours fériés, les marchés pourront se fermer autour de 20h. Est-ce que, quelque part, j'ai vu certaines parutions titrées en semaine, qu'avec cette réponse, le chef de l'État est à l'écoute de son peuple et de sa population? Votre avis? Non, là j'en ai parlé tantôt. Si vous restez dans vos bureaux pour décréter comment doit fonctionner un marché, le marché ne s'animera jamais. Les marchés, c'est les bonnes dames, c'est l'offre qu'il y a dans le marché, et en fonction des habitants qui sont autour du marché, qui déterminent comment le marché va s'animer. Ils sont contraints. Parce que la situation aujourd'hui, c'est comme si nous avons des infrastructures et les commerçants, nos bonnes dames, ont de la réticence à aller s'y installer pour leurs activités. C'est l'image que ce projet présente à l'heure actuelle. Donc, ils ont été contraints de modifier les horaires. Ce n'est pas parce que ils ont écouté quelqu'un, ils sont à l'écoute de la population. Non, moi je pense qu'ils ont de la difficulté à mettre les marchés en service. Mais si le bruit n'avait pas couru sur les réseaux sociaux, est-ce que les horaires auraient été revus? Mais personne n'y entrera. Et quel que soit le beau marché que vous avez, et si le marché ne s'anime pas, ça devient quoi? Ce sera une perte pour tout le monde. Ils sont contraints d'écouter les bonnes dames, d'écouter les populations. D'abord, je ne suis pas sûr que tous les marchés dans toutes les villes aient les mêmes horaires. Parce que chaque localité a ses spécificités. Vous savez, dans ce pays, au Bénin ici, il y a des marchés qui ne s'animent que la nuit. Il y a des endroits, et c'est même pas au Bénin seulement, même en France. J'ai vu des marchés décrétés qui se constituent à 1h de la journée, un samedi matin à 11h. Tu vas là-bas à 10h, tu ne vois personne. À 11h, tu vois un grand marché qui s'anime. À 16h, tu vois là-bas, il n'y a plus personne. Bon, c'est en fonction des besoins de la zone et de la localité. Donc, décréter des horaires uniformes sur tous ces marchés me paraît déjà un peu ne pas tenir compte des réalités sociologiques de chaque localité. C'est ceux qui animent les marchés, les bonnes dames qui vont animer les marchés, qui seront amenées elles-mêmes à voir en fonction des besoins de la zone quels sont les horaires indiqués pour animer ces marchés. Les utilisateurs, que ce soit les clients ou les vendeuses, sont les mieux indiqués pour dire comment doit fonctionner ce marché pour qu'ils soient à l'aise. Toute autre chose, toute autre disposition, l'ANAGEM doit les accompagner pour que ça se fasse. Mais s'ils pensent tout connaître et rester dans leur bureau et prendre des mesures, ça ne fonctionnera pas. D'accord. On sait que toujours pour la modernisation de ces marchés-là,
il y a quand même le souci pour le gouvernement de réduire les risques d'incendie. Ça, vous le savez, il y a des incendies qui ont été déclarés très souvent au niveau du marché d'Antokpa. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Il y a que les bonnes dames au niveau du marché d'Antokpa, par exemple, faisaient ou font toujours leurs besoins sur place. Il n'y a pas de commodités. Alors que pour ces nouveaux marchés, il y a ça, par exemple. Il y a des garderies à l'interne, des toilettes qui sont confectionnées pour que les bonnes dames s'y sentent à l'aise en faisant leur commerce. Est-ce que de ce point de vue-là, ce n'est pas une petite avancée? Oui, certes, mais le problème, c'est que la fonction à laquelle ces infrastructures sont destinées, elles puissent vraiment les remplir. Je veux que d'ici à là, que vraiment tous ces marchés soient occupés et que les clients y vont. Ce dont je doute. J'émets vraiment de forts doutes à ce que ces marchés tels que positionnés et tels que conçus, ils puissent servir réellement aux fonctions pour lesquelles ils sont destinés. Voyez-vous, même dans Tokpa, vous allez remarquer que le plus grand marché que nous avons dans la ville de Cotonou, vous allez remarquer que l'extérieur s'anime un peu plus que l'intérieur. Les Béninois, surtout, ils préfèrent faire leur marché au bord et non avoir la rigueur de stationner, rentrer, aller se procurer de quelque chose. Tout le monde veut. Il y en a même qui restent dans leur voiture et qui font les emplettes et ils continuent. Donc, ce n'est pas une mauvaise prémonition, mais j'ai de fortes doutes à ce que les marchés puissent remplir les fonctions pour lesquelles toutes ces commodités, tous ces frais ont été engagés pour mettre nos bonnes dames et les clients à l'aise. Mais ma prière, c'est que les marchés puissent marcher, comme je l'ai dit tantôt, mais j'ai de forts doutes. D'accord, vos doutes sont... Les jours à venir vont peut-être nous édifier. Et le démarrage de ces premiers marchés, les problèmes qu'il y a autour montrent bien déjà les difficultés que ces infrastructures vont rencontrer pour leur plein fonctionnement. Déjà, quand on parle de modernisation, on sait forcément que ça va mettre un frein à certaines anciennes mauvaises habitudes. On sait qu'au niveau d'Antokpa, par exemple, quand il pleut, vous le savez aussi, vous n'avez pas envie, quels que soient vos besoins, d'aller dans le marché parce que voilà, il y a la boue, tout est sale et tout. On sait qu'avec ces nouveaux marchés, quand il pleut désormais, vous pouvez être à l'abri, faire vos emplettes et avancer aussi. Et donc, quelque part, oui, il y a peut-être des problèmes, des choses à corriger, mais est-ce que sur d'autres aspects, ça n'est pas avantageux aussi, tant pour les bonnes dames qui seront quand même dans un cadre beaucoup plus assaini que pour les clients qui viendront faire leurs achats? Oui, c'est évident ce que vous dites, mais le problème, moi j'ai eu à déjà rencontrer par exemple des femmes de ces marchés, par exemple. Le marché est celui d'Azové qui est déjà achevé depuis. J'ai eu à rencontrer les femmes qui s'apprêtaient à intégrer ce marché il y a plus d'1 an, qui disent par exemple que elles, ça ne les arrange pas de rentrer dans le bâtiment flambant neuf qui est en face d'eux. Et ils préfèrent rester là où ils sont parce que ici ils sont plus accessibles aux clients. Voyez-vous, ce que je veux dire, lorsque ces infrastructures modernes qu'on veut offrir à la population, ceux qui ont l'habitude, les Béninois qui ont l'habitude de mettre du temps et aller faire le marché à Erevan ou à tel, je sais pas quoi, dans les grandes surfaces, bien organisées, ne vont pas dans nos anciens marchés qu'on avait. Ceux qui allaient dans ces anciens marchés de Bégamin, de Kadien et autres là, ne se donneront pas le temps d'aller, ces bonnes dames ou ces clients-là, ne se donneront pas le temps de rentrer dans vos marchés très beaux et où il faut aller au fond avant de trouver la vendeuse de gombo, de quelqu'un. Non. C'est pour ça que je pense que ce projet, même si il a tenu compte des problèmes sécuritaires, des problèmes d'amélioration des conditions de vie, du développement, il y a un problème socio-anthropologique qui se pose, qui, je suis convaincu, contribuera un grand frein au fonctionnement de ces nouveaux marchés. Je veux que les jours à venir nous démentent, mais j'ai des craintes qu'on ne va pas y arriver. Parce qu'on en a vu ailleurs. Au Burkina, je crois, sous le régime de Compaoré, un grand marché à coups de milliards a été construit comme ça. Le marché n'a jamais fonctionné. Parce que
c'est-à-dire que les problèmes sociologiques du milieu ne sont pas vraiment arrimés avec cette offre qu'on donne à nos populations. C'est ça qui fait qu'on observe toutes ces difficultés de mise en service là. Sinon, écoutez, à la différence d'une salle de classe, quand les enfants ont besoin de salle de classe. Vous savez, le jour où on finit, il y a les mobiliers, les enfants rentrent dedans. Ici, maintenant, les marchés, c'est fini, c'est prêt, mais il y a des difficultés à rentrer dedans. Pourquoi? C'est ce que j'explique tantôt, et je veux que l'ANAGEM, vraiment, comme j'ai entendu la directrice générale, mette beaucoup de souplesse à écouter les bonnes dames, à vraiment accéder à leurs requêtes pour qu'elles puissent vraiment s'y intéresser, pour que ces marchés puissent démarrer. D'accord. On va finir très rapidement avec le sujet relatif au marché. On sait que nous l'avons appris et le sujet revient de plus en plus fréquemment, que le marché d'Antokpa, ça c'est un secret de Polichinelle, va bientôt disparaître. Ça, ce n'est pas mes expressions, mais c'est ce qui revient beaucoup plus. Et il y a des sites qui ont été apprêtés pour recevoir quand même des stands de délocalisation des différents produits. Il y a le stade général Mathieu Kérékou, le site du stade qui doit accueillir les vendeurs de paille, de bijoux et autres. Il y a le marché de gros qui est en construction à Kassato, à Bomé-Calavi et d'autres sites qui seront apprêtés aussi. Quel est votre regard sur la prochaine disparition du marché d'Antokpa qu'on a connu depuis plus de 3 décennies? Alors, sur cette question, j'aurais eu une appréciation complète si je suis déjà informé de la prochaine destination, du moins l'ancien site du marché d'Antokpa, ce qu'il deviendrait. Je ne sais pas encore ce que le gouvernement a prévu sur ce site. Mais, comme je l'ai dit tantôt, si ces mesures de délocalisation où une partie doit se retrouver comment on appelle là-bas, à Kassato, oui. Une partie ici, une partie... Bon, si ces mesures n'ont pas été pensées et mises en œuvre en communion avec les concernés, il y aura de difficultés à régénérer le marché d'Antokpa ailleurs. Il y aura des difficultés. Et je ne sais pas pourquoi cette mesure a été prise, si c'est les conditions difficiles, effectivement, les conditions de modernité, les règles d'urbanisme auxquelles l'ancien site de marché d'Antokpa ne répondait plus, qui ont amené à cette délocalisation. Je ne sais pas si ce n'est que ça. Sinon, je pense qu'on aurait pu aussi penser à une reconstruction du marché sur place, quitte à le faire de façon séquentielle, le diviser en plusieurs, le faire en plusieurs phases, peut-être en 4, et démolir progressivement et construire un nouveau marché sur le site. Bon, mais exploser et délocaliser, je ne sais pas toutes les raisons qui ont amené les nouvelles autorités à penser ainsi, à le concevoir ainsi, mais il me revient qu'il y aura de difficultés à régénérer le marché ailleurs. Ça, c'est clair. Et bon, les jours à venir vont nous édifier parce que les nouveaux sites sont presque prêts, sinon prêts. Je veux voir comment ils seront délocalisés. Est-ce que ça pourrait être animé? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il y a se rendre à Kassato par Calavi, il y a la mobilité urbaine est toujours difficile en ce moment. Ces questions ne sont pas encore réglées. La question du transport urbain, où aujourd'hui c'est les émigrants, les taxis qu'ils font, alors que la population n'a pas les moyens. Le transport en commun n'est pas organisé par le service public, et donc la population n'a pas toujours les moyens de payer le déplacement. Donc je ne sais pas comment les clients vont se déplacer pour à Kassato, pour aller chercher, etc. Cette question, je pense que l'ANAGEM, qui est la structure désormais créée pour gérer ça, doit venir nous expliquer, pour que les populations comprennent. Même nous-mêmes, nous comprenons, acteurs politiques, nous ne savons pas encore comment ça a été pensé, comment ces décisions, la conception de ce nouveau schéma de marché a été réalisée. On ne sait pas. Qu'ils viennent expliquer ça pour que les populations comprennent et puissent adhérer. Sinon, ce sera de beaux éléphants blancs qui seront réalisés.
D'accord. On sait que durant 2 semaines, le gouvernement a initié justement et réussi une tournée de reddition de comptes dans toutes les 77 communes de notre pays. Vous avez vu un peu leurs émissaires sur le terrain. Dans presque toutes les localités, il y a eu des échanges à bâton rompu. Est-ce qu'au niveau du Parti Mouvement Populaire de Libération, vous êtes satisfait de cette tournée de reddition de comptes? Pourquoi vous utilisez le mot réussi dans votre question? Pourquoi la tournée réussie? Le gouvernement a réussi sa démarche. Maintenant, dans le contenu, si ça a réussi, c'est à vous de le dire. Parce que pour nous, tout ce qui se fait de bien, si vous faites du bien à un enfant, je pense que vous n'avez pas besoin de lui montrer que c'est du bien. Il le vit, il sait que ses parents lui ont fait du bien. Bon, peut-être pas toujours pour certaines choses. Mais sentir la nécessité de déployer autant un si grand arsenal pour aller expliquer aux concernés encore ce qu'on est en train de leur faire de bien depuis 8 ans, je pense que la démarche est un peu superflue et plutôt que ça répondait à un besoin de pré-campagne, de redynamisation des structures politiques de la mouvance, et plutôt que d'aller dire aux populations ce qu'on leur fait de bien. Si, écoutez, on vient de parler de l'exemple des marchés, si c'est bien, si les bonnes dames sont contentes d'avoir eu de nouvelles infrastructures, vous allez le constater, elles le constateront. Si les riverains sont contents d'aller désormais faire leur marché dans de belles infrastructures, on n'a pas besoin d'aller leur dire. Donc je trouve que c'est plutôt derrière cette démarche réside l'intention une intention de pré-campagne, d'organiser, de revoir leur propre structure et de préparer des élections plutôt que... Mais nous sommes très loin des échéances électorales. Quand vous parlez de pré-campagne, est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train peut-être de leur prêter des intentions? Non, nous sommes avant tout, écoutez, sur un terrain politique. L'action publique repose sur un terrain politique et vous avez, quand vous regardez l'agenda, il est vrai, les élections générales de 2026, c'est quand? Les élections se tiendront en janvier 2026. Donc nous sommes quasiment à 1 mois de la tenue, à 1 an de la tenue de ces élections. Et en ce moment, ils ont besoin, vous savez que la rupture est tellement confrontée à beaucoup de critiques, beaucoup d'insatisfaction de la population par rapport aux attentes, qu'ils ont besoin d'aller s'expliquer, ils ont besoin d'aller, comment je vais dire, d'aller en pré-campagne. Et le résultat, par endroits où nous avons vu les populations, certaines ont eu le courage de leur dire leur insatisfaction, de leur redire les attentes par rapport aux promesses qui ont été faites depuis 2016. Mais on a parlé de tournée de reddition de comptes. Si le gouvernement ne rendait pas compte au niveau de l'opposition, vous allez dire qu'ils font tout ce qu'ils doivent faire, mais ils ne viennent pas rendre compte aux populations. Maintenant qu'ils décident de rendre compte, vous trouvez encore qu'on n'a pas besoin de rendre compte. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas illogique avec vous-même? Non, pas du tout, mon cher ami. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, les Béninois souffrent. Au fond d'eux-mêmes, dans tous les compartiments sociaux du pays, c'est la souffrance qui a gagné les Béninois. Et ce sur quoi nous attendons le gouvernement, c'est plutôt la résolution des problèmes, plutôt que de venir nous dire ce qui a été fait qu'on ne voit pas. C'est que nous avons les problèmes qui se posent pour le quotidien des Béninois, on le sait. C'est la quasi-inaccessibilité des populations aux soins de santé, c'est la difficulté aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est, comment dirait-on, c'est le quotidien du Béninois qui devient de plus en plus difficile. Vous savez, nous sommes tout le temps, de par notre posture, en contact avec les populations et nous voyons les difficultés qu'il y a. Quand vous allez, par exemple, vous prenez le plus grand hôpital du pays, le CNHU, si vous y faites un tour avec un malade, vous comprendrez que nous n'avons pas d'hôpital dans le pays. Et c'est à tous les niveaux. Le personnel soignant est plaintif, les malades ne sont pas correctement pris en charge
voyez-vous, prenez par exemple l'accès aux urgences du CNHU. Si vous venez, quelqu'un par exemple, un accidenté, qui n'est pas conscient et qui vient, et qui n'a pas un parent à côté, aucun soin ne lui sera administré. On est encore à ce niveau en République du Bénin. C'est difficile. C'est ces choses, sur ces choses-là, qui sont comme ça encore en 2024 au Bénin, que nous attendons les efforts du gouvernement. Pas à venir nous dire que, bon, c'est pas parce qu'un autre hôpital est en construction à Calavi que, bon, pour le moment, le CNHU sera un mouroir, un endroit où nos concitoyens vont mourir tous les jours et qu'on ne puisse rien faire. Non. Nous voulons que les problèmes sociaux, que tous les Béninois puissent avoir accès aux soins de santé de façon équitable. Même s'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'autrement, c'est demander aux gens le suicide. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Béninois qui tombent malades n'ont pas les moyens de se faire soigner dans les centres de santé publics. Et il n'y a pas l'assurance maladie que promis depuis peine à être mise en œuvre de façon efficace sur toute l'étendue du territoire. Bon, ça, nous voulons les réponses et des solutions à ces questions-là, plutôt que de tourner pour nous expliquer ce qui a été fait. Ça, bon, ce qui a été fait est fait, oui, mais le quotidien des Béninois aujourd'hui est touché par un ensemble de problèmes où nous attendons des solutions immédiates. Regardez, de 2016 à nos jours, je prends les 2 mandats du président Talon. Quand vous questionnez les chiffres de nombre d'inscrits au bac, vous allez noter un plus fort taux comment appelle-t-on, de régression, au niveau des inscrits au bac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les enfants, de plus en plus, ne vont pas à l'école, abandonnent au cours du processus. Le président Patrice Talon en est pour quelque chose? Ah bien sûr. C'est lui qui est le responsable, lui qui est le père de la nation, le responsable de la politique qui est mise en œuvre. C'est lui qui doit répondre, qui doit nous dire comment se fait-il que on observe au cours de son mandat une régression du taux d'inscrits. C'est-à-dire que le taux de débrayage scolaire devient de plus en plus élevé. Pourquoi? C'est la pauvreté qui s'étend comme ça au niveau des couches sociales et qui font que soit les parents n'arrivent plus à supporter les enfants pour aller à l'école, ou soit, comment appelle-t-on, le fait que ceux qui finissent et qui sortent de plus en plus, qui sont sans emploi, ça ne motive plus les autres à y continuer. Et ça, c'est des questions sur lesquelles nous attendons aujourd'hui les dirigeants, nos actuels dirigeants, pour qu'ils apportent des solutions concrètes. Si les enfants, toute cette masse d'enfants qui abandonnent les cours avant la classe de terminale, avant leur baccalauréat, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on les récupère pour qu'ils participent à l'activité, à la construction de l'économie du pays? Rien. Déjà que ceux qui arrivent à finir leur scolarité, leur formation académique, vont retourner encore dans les bras de leurs parents pour continuer à être à la maison, à tendre la main encore à leurs parents et à manger la pâte le soir encore dans la même cagnotte du parent qui est en train de se fatiguer progressivement, qui est déjà peut-être sont déjà allés à la retraite. Bon, ça, c'est les questions sur lesquelles nous voulons des réponses concrètes de la part de nos actuels dirigeants. C'est sur ça que nous les attendons plutôt que de venir nous expliquer les belles routes que nous avons déjà vues, qui sont réalisées, toutes ces belles infrastructures qui sont réalisées et que nous avons déjà vues. Il faut qu'on passe maintenant au concret, au quotidien de nos populations, à la question de l'emploi des jeunes, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, à leur cours. Depuis ces deux mandats du président Talon, combien d'amphis ont été réalisés dans nos universités? Vous avez vu encore les bus étudiants? C'est sur ça que nous attendons maintenant la réponse du gouvernement. Ce n'est pas sur ce qui a été réalisé. D'accord. Est-ce que dans la démarche, tout au moins,
dans la démarche, on sait que quand on élit un président de la République, on sait que dans la Constitution, il est le seul redevable devant le peuple et qui doit venir lui rendre compte. Alors, je vous souhaite de devenir président de la République parce que Patrice Talon, il n'est quand même pas éternel, il s'en va et donc je vous le souhaite. Est-ce que quelque part dans la démarche, ce n'est pas quelque chose qui devra vous inspirer après ou qui inspireront ceux qui viendront, parce que quand on vous élit, après quelques temps de travail, il faut aller vers les populations pour rendre compte. Est-ce que ce n'est pas ce devoir qui a dirigé Patrice Talon à envoyer ses émissaires en tournée pour rendre compte aux populations de ce qui est fait? Vous savez, le compte rendu auquel vous faites allusion, il y a plusieurs mécanismes au niveau de la gouvernance qui ont prévu ça. Ouais. Les ministres doivent par exemple aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale sur les questions à eux posées, les questions orales, écrites, etc. Je veux dire quoi? Le chef de l'État lui-même, chaque fin d'année, doit aller rendre compte de ce qu'il a fait. Je veux dire qu'en dehors de ces messes politiques, il y a un cadre institutionnel qui est prévu aux dirigeants qui sont en action de rendre compte aux populations. Pendant longtemps, on a vu les ministres ne pas, comment appelle-t-on, se prêter à l'exercice des questions des députés. On a vu ça dans ce pays. Bon, heureusement que ça a commencé par changer. Donc, si les ministres, au quotidien, dans leurs fonctions déjà, le gouvernement nous rencontre de façon hebdomadaire, de façon quotidienne de ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est déjà assez et qu'on n'a pas besoin forcément d'organiser, de mobiliser une bonne partie de l'administration et toute cette logistique pour aller partout dans le pays pour redire aux populations combien il manque de salles de classe, combien n'ont pas d'enseignants, et combien la route est prévue pour être faite. Non, je pense que... Est-ce que dans l'approche avec les populations qui ont échangé avec eux et qui ont émis aussi des doléances et autres, est-ce que cette approche-là n'a pas été quand même quelque chose d'intéressant? En plus, ils ont même discuté dans les langues locales concernées par les localités sillonnées, et donc les populations ont émis des vœux qui certainement vont être prises en compte aussi. Non, j'insiste encore pour dire que cette activité était de trop et que si le gouvernement était de bonne foi, et les problèmes auxquels les populations sont confrontées étant connus, ils pouvaient aller plutôt à apporter des solutions, des problèmes d'eau, d'énergie et d'éducation. Aller apporter les solutions plutôt que d'aller leur dire nous sommes en train de patienter alors qu'ils sont à quasiment moins de 2 ans de la fin du mandat. D'accord, merci beaucoup Espérance TB. Vous êtes notre invité dans le cadre de cette émission Prime Politique. On aborde les autres sujets après cette pause. Téléspectateurs et téléspectatrices de Prime News TV, bonjour et bienvenue. Vous avez besoin d'une nouvelle plomberie, d'un nouveau robinet, vous avez besoin de changer vos carreaux, ne vous inquiétez pas. JAFCO répond à vos préoccupations. J'ai hâte comme vous de faire la découverte de cette structure, de ce magasin qui offre tout ce dont vous avez besoin dans la plomberie, dans la robinetterie et plein d'autres choses. J'ai hâte comme vous. Allez, on y va, on va faire la découverte ensemble. C'est parti. Nous sommes à l'intérieur de JAFCO. J'ai hâte qu'on nous présente un peu tous ces produits. Et j'ai une dame qui va nous faire cette jolie présentation. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, vous? Ça va, merci. Parlez-nous un peu de JAFCO. JAFCO est créé depuis 1988 et est spécialisé dans la vente de produits de carrelage sanitaire et étanchéité. Quels sont les différents types de carrelage, quels sont les différents types d'étanchéité que nous pouvons retrouver à JAFCO? Nous travaillons avec des usines européennes comme Ecocéramique, Navati, Lofen, Sanitana, pour ne citer que quelques-uns. Nous sommes dans l'univers du carrelage. Parlons du carrelage imitation pierre. Ces carrelages sont utilisés pour les revêtements de murs, que ce soit sur la terrasse, dans le garage, même dans la douche, vous pouvez l'utiliser pour rappeler un peu la nature. Très résistant et très étanche, ce carrelage ne pose aucun problème. Alors, après les effets pierre, nous avons les effets métro. Oui. Nous l'utilisons pour les revêtements dans la cuisine, dans la douche,
même pour les revêtements de la façade. Ici, vous avez les feuilles de pierre naturelles d'origine française. Ces feuilles vous permettent de faire la décoration, que ce soit au salon ou le revêtement extérieur. Ici, vous avez la faïence pour le revêtement de vos cuisines et de la douche. UPEC est une certification française. Elle permet d'évaluer la résistance du carreau face à l'utilisation des produits chimiques, de l'étanchéité, de l'usure et aussi du déplacement des charges lourdes sur le carrelage. Découvrir tout ce qui concerne le carrelage, tout ce qui concerne l'étanchéité. Il y a le volet sanitaire, tout ce qui est robinet, tout ce qui est colonne de douche, tout ce qui est lavabo. Nous allons découvrir ça ensemble. C'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va et chez vous? Très bien, merci. Alors ici nous sommes dans quelle section? Vous êtes dans la plus large sélection du Bénin en sanitaire. Oh là là. Oui, oui. Ici, nous avons la marque Lofen. Lofen, c'est un produit d'Europe, plus précisément suisse. Alors, nous avons tout type de WC. Nous avons les suspendus que vous voyez là, en différentes catégories. Nous avons également des Lofen au sol. Voilà. Et ce qui est magnifique avec nos suspendus, oui, certains sont munis d'un système rimless. Rimless, très facile au nettoyage. Venez voir. En profondeur de la cuvette et sans éclaboussure, vous voyez? Nous avons des baignoires en porcelaine, nous avons des baignoires en acrylique, oui, et également des baignoires en acier inoxydable que vous voyez juste là-bas. Elle s'appelle la baignoire Queen. La baignoire Queen, comme son nom l'indique, c'est une reine. C'est la reine des baignoires. Pour notre nouvel arrivage, la collection JICA qui vient avec des meubles, leur miroir. Et ce qui est magnifique avec JAFCO, c'est que soit vous pouvez vous-même faire vos propres compositions, ou soit vous achetez l'ensemble déjà composé au préalable. Je sais pas si vous comprenez. C'est possible de personnaliser en fait. Tout à fait, c'est possible de personnaliser. Donc c'est pour vous dire que cet ensemble-ci est venu tout à fait séparément. Et si vous voulez, vous pouvez absolument personnaliser selon vos goûts. Alors pour également vous inspirer, et ce qui est excellent avec nous, nous avons fait quelques simulations de douche, comme vous pouvez le voir de part et d'autre. Nous disposons de tout type de robinets, des robinets temporels qui sont très économiques, oui, parce qu'ils vous sortent la quantité d'eau exacte et voulue, sans débordement. Également des robinets électriques, comme vous pouvez le voir. Je vois dans vos différents articles ici de tout petits mini WC, on dirait pour les enfants. C'est exact. C'est des WC Baby de la marque JICA qui viennent en différentes couleurs que vous voyez là, le vert, le rose et le blanc. Je tiens à préciser que JAFCO a la possibilité de suivre tout type de projets, que ce soit des projets commerciaux et des projets de décoration d'intérieur. Notre équipe se ferait un plaisir de vous suivre dans vos différentes démarches. Et pour cela, nous sommes joignables sur le plus 229 66 65 66 65 par appel direct et par WhatsApp sur ce numéro, également sur le www.jafcobenin.com. Je tiens également à préciser que la livraison est offerte lorsque vous effectuez un achat sur notre e-shop, parce que vous méritez le meilleur. JAFCO. Ainsi se termine notre aventure à JAFCO. Je pense que vous avez tout aussi été émerveillés par moi, par les différents produits et les différents articles qu'offre JAFCO. Alors, n'hésitez pas à venir pour vous faire plaisir en personnalisant votre maison. Parce qu'à JAFCO, vous méritez le meilleur. Alors, retour en plateau pour aborder avec toujours notre invité les questions liées à l'actualité nationale. C'est Espérance TB, président du parti d'opposition Mouvement Populaire de Libération, MPL, qui échange avec nous courant cette émission. Espérance TB, avec le sujet relatif à la tournée de reddition de comptes, je voudrais avoir votre avis sur le bilan chiffré. Est-ce que ça vous intéresserait aujourd'hui que le gouvernement vous dise combien a coûté cette tournée de reddition? Bien sûr, puisque c'est
c'est les caisses publiques c'est nos populations qui ont payé certainement les frais de mission de ci ou ça. Nous voulons savoir, même si l'entièreté des dépenses n'est pas imputée au budget national, nous aurions aimé savoir combien ça a coûté aux partis politiques, à l'État, cette tournée, pour en savoir encore là s'il n'aurait pas été mieux même si ce n'est pas le budget national qui paye l'entièreté de ces messes politiques, je pense qu'il aurait été bien de prendre toute l'énergie qu'on a concentrée pour faire ça, pour aller augmenter les salles de classe ou les mobiliers de classe dans certaines localités qui en ont cruellement besoin. Pour ne pas dire dans toutes les localités du pays, pour aller faire quelques fourrages encore pour des gens qui manquent encore d'eau à Koutiako, à Materi ou à Tangueta ou à Tcheti, etc., où nous avons encore des besoins cruciaux de choses que les populations ont besoin au quotidien. Je pense que toute cette énergie financière, logistique, etc., il aurait été profitable pour nos citoyens qu'on le concentre à régler leurs problèmes qui sont restés. Après la reddition du compte, les problèmes du quotidien des Béninois a-t-il changé? Il est resté intact. Les problèmes sont connus. Bon, donc il faut qu'il diminue au lieu, parce que j'apprends qu'il y aura encore d'autres phases plus déconcentrées, au niveau déconcentré. Je pense qu'il faut plutôt qu'on concentre ce temps, cette énergie, à régler les problèmes de nos concitoyens que plutôt d'aller faire ces balades qui n'apportent rien à leur vie. Est-ce que ce n'est pas quand même un mot assez fort? Quand vous parlez de balades, c'est quand même un tournée qui est bien organisé. Le ministre a plus à faire dans son bureau, les directeurs ont beaucoup de choses à faire dans leur bureau, plutôt que de consacrer ce temps maintenant à écumer des kilomètres par-ci, par-là, pour aller expliquer aux populations les problèmes qu'ils connaissent déjà et qu'eux-mêmes ils connaissent. C'est ce qui nous dérange, nous. Ça nous dérange fondamentalement. Apportons des solutions. C'est vrai que dans ce pays, il y a aussi eu, par exemple, les cérémonies de pose de pierre qu'on a critiquées. Mais il ne faut pas qu'on critique ça et qu'on passe maintenant à une autre nouveauté, les redditions de comptes où on met tout le monde en branle dans toutes les localités, dans toutes les communes. Je pense que ce n'est pas de ça que nos concitoyens ont besoin. Les populations ont des problèmes que nous connaissons, tout le monde, les dirigeants, les acteurs politiques, apportons des solutions à cela. Sur le contenu des discours qui ont été prononcés sur le terrain et qui ont été diversement interprétés, la réaction du professeur Diogbenou sur la cherté de la vie, la cherté du maïs, les propos de la vice-présidente Mariam Chabi-Talata, qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du parti Mouvement Populaire de Libération? Oui, à force de vouloir justifier ou expliquer, défendre l'indéfendable, finalement on va sombrer dans le ridicule. Et les denrées alimentaires ont pris du prix sur le marché. Ok, ce n'est pas un problème inédit ou bien inhérent à notre pays uniquement. Il y a d'autres pays, tous les pays de la sous-région aussi, pour ne pas dire dans le monde, connaissent ça. Mais ce n'est pas de ces explications que nos populations ont besoin. Ils ont besoin des dispositions à prendre pour atténuer ces effets à leur niveau. Donc si on va, à force d'aller vouloir vendre les belles 8 années que le régime de la rupture aurait passé, je pense que la vice-présidente a tout fait de sombrer dans ce qu'il ne fallait pas. À force de vouloir justifier pourquoi le maïs est cher, au lieu de dire les dispositions prises pour que le maïs ne soit plus cher et accessible aux populations. Bon, le professeur Diogbenou, le président du parti UPR, est tombé dans des travers que les populations ont apprécié, comme vous avez vu. On n'a pas besoin de venir expliquer le pourquoi des problèmes. Les populations attendent des solutions aux problèmes. Point barre. C'est pour ça qu'ils sont élus.
D'accord. Oui. Parlons des élections générales de 2026. Nous sommes à moins de 2 ans que le temps passe et passera encore très vite au fur et à mesure que nous aborderons ces échéances-là. Je rappelle que c'est une première dans l'histoire politique de notre pays qu'on aura des élections générales au cours de la même année. Ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. On sent quand même une certaine timidité au sein des formations politiques, tant de la mouvance que de l'opposition. On sent que vous avez peur de bouger les lignes Expérience TV, vous avez peur de déclarer des choses au niveau de votre formation politique. Qu'en est-il? Non, monsieur Amoura, pas du tout. Nous n'avons pas peur. Seulement que sur cette question, je regrette que l'opposition à laquelle j'appartiens ne semble pas prendre la mesure de la situation. Parce que lorsque les acteurs de la mouvance ont pu nous opposer ce code électoral que nous avons qualifié, je ne vais pas revenir là-dessus ici, ce code vraiment suicidaire en termes de critères d'éligibilité, de participation et d'éligibilité. Et lorsque les acteurs de la mouvance nous ont opposé cela, je pense que la réponse que l'opposition doit apporter n'est pas celle que je suis en train d'observer. Bien sûr, que je ne fais pas une autoflagellation. Je regrette que, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2019, que l'opposition ne puisse pas constater que nous sommes en face d'une situation assez critique pour apporter les réponses idoines qui vont avec. D'abord, si nous sommes à 1 an de la tenue de ces élections et que ce code électoral nous est imposé et que nous savons que nous n'avons pas suffisamment de force pour arrêter le régime dans cette dynamique-là de nous imposer ces dispositions presque suicidaires, je pense que la réponse n'est pas celle que nous sommes en train d'apporter en ce moment. C'est ça peut-être qui vous fait parler de peur, de léthargie que vous observez. Le minimum que la population doit attendre de nous, de l'opposition en ce moment, c'est une organisation plus affirmée. Une organisation concrète, perceptible. Et c'est ça qui justifie évidemment le découragement de nos populations. Si, en face de ce code électoral qu'on nous a imposé, certains acteurs politiques se permettent de venir dire bon, c'est maintenant l'heure de créer des mouvements fictifs, l'heure de passer à du verbiage creux, alors que là, nous sommes en face d'un véritable danger qui nécessite une union parfaite de toute la classe politique opposée au régime. Il faut qu'on ait 2 camps distincts clairs, de ceux qui ne sont pas d'accord, qui se mettent ensemble et qui définissent comment ils veulent affronter la réalité qui nous est imposée. Pourquoi il vous est difficile de vous unir au sein de l'opposition politique? Oui, les mêmes problèmes, peut-être c'est les mêmes raisons qui ont empêché les Béninois, tout le Bénin entier, de s'organiser depuis 1960. C'est ça qui continue. Les Béninois aiment trop jouer à l'individualité. Les Béninois, ils aiment trop le moi, l'ego surdimensionné, la cacophonie des ambitions fait que tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être ministre. Dans une république, il y aura un seul président de la république et il y aura un nombre de ministres précis, un nombre de députés précis. Organisons-nous. Et puis, ce n'est pas le couteau que le chasseur va utiliser pour tuer le gibier. Ce n'est pas avec le même couteau qu'il faut dépiécer le gibier. Il faut d'abord s'organiser à aller abattre le gibier. Et pour cela, il faut une union sacrée bien organisée. En face de ce code électoral suicidaire qui nous a imposé et que nous n'avons même pas la possibilité. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Il y a certains, je ne sais pas comment je vais les appeler, vendeurs d'illusions qui viendront vous dire, bon, et on va arrêter ce code-là, demain on va arrêter. Vos collègues du Parti Les Démocrates demandent notamment qu'on revoie ce code-là. Nous tous, ce n'est pas les démocrates, c'est nous tous, toute l'opposition, nous avons demandé ça. Mais écoutez, est-ce que vous y croyez? Pensez-vous que les autres vont, s'ils
nous sommes dans un... Le combat politique, c'est les rapports de force. Et si les autres, ils ont une majorité mécanique dirigée et un chef à la tête qui veut imposer, comment appelle-t-on, les règles du jeu pour qu'ils soient toujours gagnants, vous pensez que s'ils font un pas devant, ils vont accepter nos cris, nos récriminations pour faire marche arrière? Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est utopique. Lorsqu'on n'a pas pu empêcher le... Écoutez, les 28 députés ayant la force d'empêcher la révision de la Constitution, vous voyez que ça, il y a eu problème. Il n'y a pas eu quelque chose avant qu'on empêche de réviser. Bon, maintenant, les 28 ne peuvent pas empêcher le vote d'un code aussi suicidaire que celui-là. C'est passé. Parce que la majorité est de l'autre côté. Mais ça ne veut pas dire que c'est imposé. Quand vous parlez d'imposition, donc ça a été voté régulièrement à l'Assemblée nationale. Bon, soit. Ouais. Mais lorsqu'on arrive là maintenant, c'est comment nous on s'organise pour aller en face de ça qui est le problème. Ce n'est pas pleurer sur le lait renversé tous les matins, vraiment, comment on va faire. Non, non, non. En face d'une situation, il faut faire le diagnostic et étaler les réalités. Aujourd'hui, un code qui demande 20% pour... nous sommes combien? 6 millions d'inscrits sur la liste électorale et nous sommes environ 2 millions qui ont été votés la dernière fois. Bon, combien de personnes vont voter prochainement? Avec la situation, ce désintéressement de la population à la chose politique, est-ce que nous pourrons amener les 6 millions à aller voter? Bon, nous savons que l'opposition a l'audience favorable au niveau de la population. Bon, mais est-ce qu'ils vont se lever pour aller voter? Comment nous allons nous y prendre? Est-ce qu'il y a déjà cette organisation qui est en branle? Non. Je vous réponds non. Pour toutes les formations politiques, chacun est cantonné à son niveau, pensant que le miracle va venir. Pas miracle, on change les rapports de force. Non. C'est une organisation sur le terrain qui arrive à changer les rapports de force. Et lorsque la loi, c'est à Porte-Nouveau que la loi se vote. Ce n'est pas dans la rue. Si on nous impose une loi, on aura beau crier, les autres se sentant en sécurité avec un tel comment appelle-t-on, un tel arsenal juridique, ils ne voudront pas céder. Ils ne voudront pas céder, ça c'est clair. Mais c'est la force que, la seule chose qui nous reste à faire, c'est nous organiser et amener le peuple à espérer qu'il est possible de changer les choses, même dans des conditions difficiles. De faire échec au camp d'en face en apportant une réponse appropriée. Ce que nous ne sommes pas en train de faire encore. Oui, est-ce que l'opposition politique au Bénin observe un peu ce qui se passe dans la sous-région? Nous avons quand même en Afrique de l'Ouest l'exemple du Sénégal qui nous parle au plus haut point. On a vu quand même des jeunes opposants au régime de Macky Sall depuis plusieurs années lutter contre vents et marées, contre la prison, contre les brimades, contre les sanctions et contre toutes sortes de préjudices pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que cela ne devrait pas vous inspirer dans votre lutte? Oui, monsieur Amoua, cela nous inspire beaucoup. Cela inspire les acteurs responsables, certains acteurs responsables de l'opposition. Par contre, il faut avoir le courage de dire aussi qu'il y a beaucoup de plaisanteries au sein des acteurs politiques. Parce que des gens qui vont sortir de nulle part, vont se réveiller, vont venir proposer des solutions utopiques en face d'une réalité politique connue. Bon, je pense que le peuple aujourd'hui, les acteurs politiques, s'inspirant effectivement de tout ce qui se passe dans la sous-région, principalement de l'exemple du Sénégal, nous devons nous rasseoir et vraiment dire ce que nous voulons. Si vraiment nous voulons impulser un changement, si nous voulons arrêter toutes ces choses que nous avons décriées pendant 8 années dans notre pays, il faut que d'une démarche unitaire, on puisse dire où on va au peuple pour que le peuple nous accompagne. Parce que c'est le peuple qui décide in fine. On aura tout dit, mais il revient au peuple de décider, de trancher à la faveur d'un groupe. Et c'est en fonction de l'organisation qu'on présente. Si nous sommes dispersés, chacun dans sa chapelle, en train de prêcher différemment la parole politique,
et que le peuple n'est pas rassuré que aujourd'hui, il est perceptible que le peuple n'est pas rassuré, que l'opposition soit en capacité d'impulser ce changement qu'il souhaite tant. Il faudrait que nous, au sein du mouvement populaire de libération, nous travaillons à ça, à ce que les forces politiques puissent se mettre ensemble. Il y a beaucoup de difficultés en nos seins et il faut qu'on puisse, comment appelle-t-on, hiérarchiser les priorités. Faire face aux contradictions, à la contradiction principale et laisser les contradictions secondaires. Pour le moment, c'est comment nous faisons face dans cet arsenal, ce code électoral, cet arsenal législatif qui est mis en place, comment on peut y faire face victorieusement? Comment on peut amener les populations à se surpasser pour pouvoir obtenir ce que nous cherchons? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si nous laissons ça et nous restons dans le verbiage, dans les balades par exemple, et nous n'affinons pas notre stratégie, bon, on pourrait être surpris, nous pourrions être surpris de la réalité politique. Le Sénégal nous a montré vraiment beaucoup de leçons sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, j'allais dire, ils nous ont montré la combativité, la résilience et focus sur l'objectif et également ne pas avoir un ego surdimensionné, ne pas penser que sans moi, rien n'est impossible, et savoir que c'est en équipe, c'est un jeu d'équipe qui peut gagner et que lorsque parfois tu es en difficulté, c'est toi, l'attaquant qui est en difficulté, que tu peux laisser la balle à l'autre pour que le but puisse être marqué. Tout ça, c'est des leçons que nous avons tirées de ces expériences et je pense, j'ai espoir que au regard de la souffrance de nos populations, au regard des difficultés que connaît notre pays aujourd'hui, à l'intérieur, dans la sous-région, que les acteurs politiques pourront mettre l'intérêt supérieur du pays en avant. Et les acteurs politiques que nous sommes, bien sûr, vont mettre l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt de nos populations, de nos enfants, de nos parents en avant, taire un peu nos égos, pouvoir régler la contradiction principale. Merci beaucoup, Expérience TB. Nous sommes rendus au terme de cette émission, justement. Merci déjà pour votre présence et votre participation à cette émission. Je vais vous laisser le soin de dire un mot de fin à vos militants, aux membres de votre parti et à tous ceux qui suivent cette émission en ce moment. Merci beaucoup, monsieur Amoa. Je voudrais inviter nos militants, nos sympathisants du Parti Mouvement Populaire de Libération à se tenir prêts. Ne pas se laisser aller au découragement, quelles que soient les difficultés que connaît aujourd'hui notre pays, que les problèmes qui s'érigent sur notre chemin, de rester debout, de garder espoir, d'être mobilisé et d'attendre les mots d'ordre à venir. Ensemble, avec la classe politique de l'opposition, nous trouverons la juste réponse aux difficultés, aux barrières qui sont érigées sur notre chemin et nous allons vaincre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Expérience TB. Je rappelle que vous êtes le président du Parti Mouvement Populaire de Libération, parti d'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes de Prime News Télévision, merci de nous avoir accordé votre attention durant ces 52 minutes d'émission. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Tout le plaisir a été pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.